démarrer avec notre cours concernant les matériaux routiers. Et je vais partager l'écran avec vous. On a vu dernièrement les différentes parties de la géotechnique routière, les matériaux routiers, et nous avons vu également le logiciel approprié, très performant. On a eu déjà plusieurs cours concernant les matériaux routiers, et là, on va voir les matériaux de chaussée, plus spécifiquement les enrobés, ce qu'on travaille au niveau de laboratoire pour pouvoir réaliser les chaussées en bitume. Dans ce sens, on va voir les matériaux de chaussée. Donc, depuis la semaine dernière, nous avons eu comme document de référence pour ces différents cours concernant les structures de chaussée. Et ces 4 ouvrages qui sont des ouvrages nécessaires pour pouvoir dimensionner de manière correcte et de manière précise les structures de chaussée. L'ouvrage qui va nous intéresser beaucoup plus aujourd'hui, c'est la conception et dimensionnement des structures de chaussée, guide technique LCPC CEDRA, édition 1998. À travers cet ouvrage, il y a un chapitre concernant les matériaux de chaussée où on voit les différents types de ce matériau et comment les utiliser dans les structures de chaussée. Donc, c'est à travers cet ouvrage que j'ai pu utiliser le chapitre intéressant concernant les matériaux de chaussée pour pouvoir réaliser ce cours. Il y a également l'ouvrage Le réseau routier national, catalogue des structures, type de chaussée neuve qu'on peut utiliser pour ce cours. L'autre ouvrage, c'est l'entretien courant chaussée, pratique CPC, etc. L'autre ouvrage, c'est réalisation des remblais et des couches de forme. Tous ces ouvrages-là sont importants pour avoir les documents, les connaissances nécessaires pour réaliser bonnes chaussées et des chaussées durables dans le cas de vos projets, ou du moins dans le cas de vos études. Donc, dans les matériaux de chaussée, on va avoir les graves non traités. Et dans les graves non traités, dans l'ouvrage également, vous allez voir les définitions appropriées des graves non traités. Et dans les graves non traités, nous avons pu voir qu'en termes de définition, une grave non traitée est constituée d'un mélange de granulats et d'eau. Et cette définition pour pouvoir situer les graves non traités. Et en Haïti, on travaille beaucoup sur les graves non traités pour pouvoir réaliser des routes dans le pays. Notre définition également en termes de description, on a une granulométrie désignée par 0D avec le diamètre D supérieur ou égal à 6,3. En termes de description aussi, ces graves non traités proviennent des carrières et des rivières. Donc, on peut voir dans les carrières et des rivières ces graves qui sont non traités et peuvent subir des traitements physiques additionnels en centrale, que ce soit criblage, concassage, pour pouvoir réaliser des travaux avec ces graves. Leurs grains peuvent être roulés, semi-concassés ou concassés. Dans le cas de logiciel également, on peut voir ces aspects, grains roulés, semi-concassés ou concassés. Donc, dans les graves non traités, on peut les différencier de différents types et codifier ces types. Donc, on a les graves non traités de type A, selon le mode de fabrication, et on peut voir les graves non traités aussi selon la granulométrie. Donc, il y a 2 aspects. Il y a selon le mode de fabrication et selon la granulométrie. Selon le mode de fabrication, on a la GNT de type A. GNT de type A, c'est une grave non traitée de type A qu'on peut obtenir en une seule fraction granulométrique. Alors que pour la GNT de type B, on peut l'obtenir à partir des mélanges d'au moins 2 fractions distinctes et il y a un aspect humidification dans les graves non traités de type B. On peut avoir des graves non traités 0,2 plus 2,6, donc il y a au moins 2 fractions distinctes, 0,2, 2,6, 6,10 ou bien 6,14 ou 6,20. De type A, à partir d'une seule fraction granulométrique, de type B, à partir d'au moins 2 fractions. Et on peut avoir, selon la granulométrie, on peut avoir des GNT1 à GNT6. Okay? Donc, il y a 2 façons de voir. Il y a selon le mode de fabrication et selon la granulométrie. Donc, tout ceci, on peut retrouver ça dans le chapitre concernant. Différents types et codifications. Nous avons le code GNT1 à GNT6. À chaque GNT correspond une granulométrie. Par exemple, nous avons des granulométries 0,63, 0,31,5, 0,20 et 0,14, 0,31,5, 0,14. Et à chaque granulométrie correspond une caractéristique intrinsèque pour
les matériaux. Dans ce cas, dans ce tableau, on va voir les Los Angeles qui sont inférieurs à 40, les microdéval inférieurs à 35, etc. pour chaque catégorie de GNT. C'est important pour savoir quel type de GNT à mettre dans la structure. Donc, dans les types de codification également, il y a des fuseaux de spécification qui donnent une gamme de diamètre en termes de limite inférieure et limite supérieure pour le GNT considéré. On a les fuseaux de spécification, des fuseaux de régulation également. Donc, ça donne les limites à respecter dans la granulométrie pour les différents types de GNT. Et là, on trouve des exemples modèles pour ces différents fuseaux de spécification qu'on peut voir ici en termes de fuseaux et avec les limites pour GNT 1, 0,63. On a les tamis ici en millimètres. Là, je vais vous montrer quelques exemples. GNT2 avec les fuseaux de spécification. On voit les limites ici. GNT3, GNT4, GNT5 et GNT6 avec les différentes granulométries et les fuseaux correspondants. Là, ce sont des types et thèmes de codification pour les fuseaux de spécification, bien connaître les différents GNT et les modèles appropriés. Les caractéristiques pour l'emploi des GNT. Okay? L'emploi des GNT en couche d'assises des choses, c'est sous limité au trafic faible à moyen. Et si on a un trafic fort, on ne peut pas utiliser les GNT sur les couches d'assises des chaussées souples. Là, il faut bien mettre en tête, ce sont des trafics de faible à moyen. On peut utiliser les différentes catégories de GNT. Par exemple, si on a un trafic équivalent de 0,7 millions, on peut utiliser en couche de fondation GNT type A, B1, B2 et en termes de couche de base A, B1, B2. Si maintenant le trafic est inférieur à 5 millions, on peut utiliser GNT B2 en B2 et B2 en couche de base et fondation. Si le trafic est inférieur à 8,6 millions, on peut utiliser GNT en couche de fondation B2, mais en couche de base, on ne peut pas utiliser GNT. La GNT est non admise. Okay? Donc, à ce moment-là, il faut bien limiter les graves non traités uniquement dans le cas des trafics faibles à moyen. C'est-à-dire qu'au-delà de 8,6 millions de trafic équivalent, on ne peut pas utiliser les GNT. Maintenant, l'emploi des GNT en assise est limité, comme on vient de le dire, toujours au trafic faible à moyen. Pour la couche de fondation, voici les différents trafics équivalents qu'on a. On vient de voir tout à l'heure, par exemple ici, 0,7 millions, 1,5 millions, 8,6 millions. Et là, c'est toujours pareil, 0,5 millions, 0,7 millions, 1,6 millions. Donc, en termes de caractéristiques de la couche de fondation, on peut avoir une granularité max de 0 à 63 en termes de couche graphique. Ici également, dans cet intervalle 0,0 et à 0,31,5, et là, on peut avoir un 0,20. Ça se base sur la propriété et l'angularité également de la GNT. On peut avoir en termes de propriété équivalence qui est supérieure à et la valeur bleue de méthylène qui est inférieure ou égale à 3,0. De même que pour cet intervalle, on peut avoir des équivalences supérieures à ou égale à 50 et valeur bleue inférieure ou égale à 2,5. Pour l'indice de concassage, on peut voir dans le tableau supérieur ou égal à 30 et supérieur ou égal à 60 lorsqu'on est dans cette colonne. Donc, toujours dans les cas de GNT en couche d'assises pour les trafics forts et moyens, on aura en termes de granularité max avec 0,5 millions de trafic équivalent à 0,7 millions, 1,5 millions, une granularité max dans les couches de base. Tout à l'heure, on était dans la couche de fondation. Dans la couche de fondation, maintenant dans les couches de base. Dans les couches de base, on peut utiliser une granularité max de 0,31,5, 0,20. En termes de propriété, l'équivalent de sable supérieur ou égal à 50, valeur bleue inférieure ou égale à 2,5, et l'indice de concassage est supérieur ou égal à 30, supérieur ou égal à 30.
on a vu que la GNT, on peut l'utiliser en couche de fondation et en couche de base. Et là, on vient de voir les caractéristiques nécessaires pour les deux couches à utiliser. Maintenant, les graves traités, les caractéristiques pour le dimensionnement. Il faut savoir qu'on a vu dans le cours concernant les matériaux routiers, l'essai qu'on s'est utilisé au départ, c'est l'essai CBR. L'essai CBR est un essai important qui va nous permettre de voir l'évolution de l'effort en fonction du fonctionnement. C'est en ce sens-là que le résultat de l'essai CBR est important pour caractériser le dimensionnement et comme premier point qu'on sait voir pour une couche de fondation, si on a CBR supérieur ou égal à 30, à partir des résultats d'élasticité, uniquement E égale à 5 fois CBR. Pour les couches de base, maintenant, on va déterminer le CBR pour le matériau, supérieur ou égal à 80. À ce moment-là, on peut estimer le module d'élasticité E, à chaque fois E fois égal à 5 fois CBR, à peu près E, c'est supérieur ou égal à 400 MPa. Ce qu'on doit savoir, c'est que CBR plus faible entraînera l'apparition d'ornières dans la chaussée sous l'action du trafic. L'orniérage dans un trafic, c'est quelque chose à combattre. L'orniérage également vient du fait que les poids lourds passent plus de temps en descendant les pentes sur une chaussée, par exemple. Si on descend côté de Montcabrit, le fait que les camions en descendant utilisent beaucoup leurs freins, à ce moment-là, ça va créer des ornières au niveau de la chaussée. C'est pour cela que les calculs doivent être faits pour que la durée de vie de la route, on peut limiter ces problèmes d'orniérage et faire des calculs appropriés pour empêcher l'apparition d'ornières dans la chaussée sous l'action du trafic. Et les calculs, que ce soit les CBR et les modules de l'élasticité appropriés, va permettre de déterminer l'aspect orniérage dans le trafic au sujet de la chaussée. Il y a un essai orniérage qui va permettre de savoir quels éléments qu'on aura à utiliser pour limiter ces problèmes d'orniérage dans les chaussées. Il y a l'autre point aussi, c'est le coefficient de Poisson qu'on doit savoir. Par exemple, dans le logiciel, quand on va utiliser le calcul pour le dimensionnement, le module de l'élasticité sera important et le coefficient de Poisson qui est généralement égal à 0,35. Vous allez voir pour chaque couche, que ce soit la couche de fondation, que ce soit la couche de base, etc., ou bien la structure de chaussée qu'on va mettre, on va toujours déterminer le module d'élasticité sur CBR par 5 pour que vous puissiez avoir le module d'élasticité de cette couche. OK, les enrobés hydrocarbonés à chaud. Et en termes de description pour les enrobés, donc c'est un mélange de granulats et de bitume qui est différent de gravement traité. Là, c'est un granulat avec bitume. Donc, voici les granulats. C'est l'exemple, voici cette photo. Voici, c'est à chaud. On peut mettre ça sur n'importe quelle forme. Ça prend n'importe quelle forme appropriée. Mais dès que ça devient dur, il faut utiliser des carottages parce que c'est vraiment dur sur la chaussée et ça va supporter les sollicitations. Ces éléments-là, on doit les préparer en centrale à haute température. Briser aux sollicitations du trafic, sans les bébés, donc on utilise beaucoup en Haïti pour les couches de revêtement et les liaisons, et les gravitumes, on utilise ça en couche d'assises. Tout ceci dans le logiciel, vous allez voir un catalogue avec différents types de choix et c'est à vous de décider quel type que vous allez choisir et quel type d'épaisseur aussi que vous allez mettre. Mais pour le faire, il faut savoir la gamme d'épaisseur à mettre pour chaque type et gamme d'épaisseur à mettre que ce soit pour les revêtements, pour les assises, pour les gravitumes, pour les bébés et concernant les portraits dimensionnés. Donc, les caractéristiques générales pour les gravitumes, les GB, on peut les placer suivant les 3 classes ou bien 4 classes, dépendant de l'ouvrage, et par la granularité également. Vous avez les GB1, GB2, GB3, GB4, 1, 2, 3, 4 en termes de classe, et vous avez les valeurs de teneur en lien qui dépendent aussi des modules de richesse, et les modules de richesse vont nous donner un thème de pourcentage pour les teneurs en lien. Il y a aussi l'aspect granularité. Granularité, donc vous avez les dimensions à travers les tamis 0,14, 0,20 et
à partir de cette granularité également, il y a des épaisseurs de mise en œuvre à respecter. Par exemple, pour un 0,14, on peut avoir des couches de 0,12. On ne peut pas avoir pour un 0,20 des 0,14 une couche d'une épaisseur de 10,15. Okay? À chaque granularité correspond des gammes d'épaisseur appropriées. Rappelez-vous, les graves bitumes, on peut les classer en classe et par granularité. Pour d'autres caractéristiques générales également, il y a les bétons bitumineux semi-connus, les BBSG. Donc, il y a les trois classes également, classe 1, classe 2, classe 3, et les appellations BBSG1, BBSG2, BBSG3. Et ça dure en fonction de la résistance à l'ornirage. L'ornirage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un liste important qui va vous permettre de déterminer l'aspect, les valeurs appropriées pour empêcher ce type de problème. Et pour le répéter également, l'ornirage, c'est l'ondulation qu'on peut voir sur les chaussées et c'est dû aux freins et utilisés surtout pour les gros camions pour pouvoir faire la descente des pentes. Il y a aussi la granularité, 0,10, 0,14, les épaisseurs de mise en œuvre, les couches appropriées pour chaque granularité, 6, 7 cm, 7, 9 cm, les teneurs en lien appropriées et les modules de richesse également à déterminer pour chaque granularité et appropriée. Comme caractéristique générale également, il y a les bétons bitumineux pour chaussées souples à faible trafic. On est dans le niveau à faible trafic en termes de chaussées souples. Il y a 4 classes, il y a classe 1, classe 2, classe 3 et classe 4. Et puis les appellations BBS1, BBS2, BBS3 et BBS4. En termes de granularité, vous avez les granularités 0,10, 0,14, les teneurs en lien appropriés, les modules de richesse appropriés et les épaisseurs de mise en œuvre appropriées. Et dans l'ouvrage également, vous allez voir, pour chaque teneur en lien, il y a les modules de richesse appropriés à chaque teneur en lien qui l'un dépend de l'autre. Et les épaisseurs de mise en œuvre, c'est important également. Pour BBS1, vous avez des épaisseurs de 4 à 5 cm à respecter. C'est-à-dire que si vous allez choisir dans une dimension de chaussée un BBS1, vous allez avoir que l'épaisseur de mise en œuvre va être entre 4 et 5 cm à respecter. Et pour BBS2, 4-6 cm, BBS3, 8 cm et BBS4, 10 et 12 cm. Et dépendant des données du problème, il suffit qu'on vous dise BBS4, vous savez déjà la gamme d'épaisseur à respecter pour faire la mise en œuvre. Pour toujours dans les enrobés hydrocarbonés à chaud, il y a les caractéristiques des granulats. Les caractéristiques des granulats, il y a caractéristiques pour les sables, gravillons. Pour les sables, on peut les mettre dans toutes les couches. 0,2, 0,4 en termes de granularité, 0,6.3. Pour les BBS seulement. Il y a les gravillons, on peut les mettre dans les couches de roulement, dans les liaisons, dans la couche de base, les fondations, avec toujours des granularités 2, 4, 2, 6, 4, 6, 4, 10, 6, 10, 10, 14. En termes de, là aussi, 2, 10, 6, 14, 6, 20, 10, 20, 14, 20. Et en termes de résistance, pour les sables non admises. Ensuite, vous avez Los Angeles 25, et Mycodeval 20, Los Angeles 30, Mycodeval 25, Los Angeles 40 et Mycodeval 35. Donc là, ce sont des valeurs appropriées pour chaque caractéristique de granulat qu'on peut voir dans les tableaux. Et là, vous allez voir dans les documents de l'ouvrage également les caractéristiques pour chaque granulat approprié. En termes de caractéristiques de granulat, on a vu que pour les enrobés hydrocarbonés, ça dépend de la granularité, mais aussi de l'angularité. C'est important. Donc, vous avez pour les couches de roulement, les trafics 1,2 million et ce équivalent entre 1,2 million, 5,6 millions et pour NE supérieur ou égal à 5,6 millions. Pour les couches de roulement, vous pouvez utiliser les BBSG semi-grenus, contrassage 95,1, BBS contrassage 50,10. Pour les couches de liaison, on peut avoir des contrassages 90. 95,1, couche de base, C50, C90, fondation, etc. Donc, pour les concassages, quand on met C95,1 par exemple, ça veut dire que les granulats avec 95% au moins des grains concassés ou semi-concassés.
et au plus 1% des grains roulés. Avant, c'est pour les grains concassés et le chiffre après, c'est pour les grains roulés. 5C95 1, granulat à 95% au moins des grains concassés ou semi-concassés et au plus 1% des grains roulés. CNR/50, granulat recyclé avec au plus 50% de grains roulés. Granulat recyclé avec au plus 50% de grains roulés. Donc, pour les caractéristiques pour le dimensionnement, les valeurs minimales du module, vous avez des appellations BBSG1, module d'élasticité, vous avez entre 5500, pour BBSG2, 7000. Quand vous allez utiliser dans le logiciel, vous allez voir dans le logiciel toutes ces appellations et toutes les valeurs à utiliser. Vous pouvez vous trouver dans le logiciel. Il y a des bibliothèques importantes où tout est indiqué dans le logiciel. Quelles que soient les couches qu'on veut avoir, quels que soient les éléments en termes de propriété, en termes d'enrobé, vous allez avoir toutes les appellations et tous les paramètres nécessaires pour cette appellation. Si vous allez changer de température en fonction du pays, si vous avez une température équivalente qui est différente, à ce moment-là, on va jouer également sur les paramètres appropriés dans le logiciel. Pour le coefficient de poisson, c'est toujours 0,5. Okay, ça ne change pas vraiment. Pour mettre les modules de la cité, ça change beaucoup en fonction de la température. Donc, en gros, je voulais voir avec vous aujourd'hui, que ce soit les graves non traités, les enrobés pour les chaussées souples. Et rappelez-vous qu'on utilise ces éléments beaucoup plus pour les trafics faibles et trafics moyens. Quand on va utiliser les trafics faibles et moyens, on peut utiliser ces éléments-là pour faire le dimensionner. Donc, je vais passer une vidéo pour vous montrer comment on va déterminer ces différentes structures en termes de température équivalente et comment on travaille sur les enrobés au laboratoire. Et probablement, si on a le temps, comme on est en période Covid, on peut faire une visite au niveau du laboratoire bitume, au niveau du laboratoire national, pour qu'on puisse voir les différents matériels qu'on a à notre disposition et comment on travaille sur ces différents matériaux. Je vais passer la vidéo. C'est une vidéo réalisée par le laboratoire national sur la température équivalente pour le dimensionnement des chaussées souples dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Et ces recherches ont été réalisées par la coordonnatrice des recherches appliquées au niveau du laboratoire, qui est Mme Judith Pinson. Aujourd'hui, nous allons parler de la température équivalente à prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées souples en Haïti. Dans cette vidéo, nous verrons ce que c'est que la température équivalente, en quoi elle intervient dans le dimensionnement des chaussées et quelle est sa valeur en Haïti. Alors, c'est quoi la température équivalente? Commençons avec un petit rappel sur les chaussées souples. D'une manière générale, on définit une chaussée souple comme étant une chaussée dont les couches de surface sont en enrobé et les couches d'assises en graves non traitées. Lorsque ces couches d'assises sont également en enrobé, on parle alors de chaussée bitumineuse. Un enrobé est un mélange de granulats et de liens bitumineux. Dans la majorité des cas, le mélange est réalisé à chaud et c'est ce type d'enrobé qui nous intéresse dans cette présentation. On les appelle des enrobés à chaud. Leur comportement dépend fortement du comportement du lien qui les constitue. Et justement, le bitume est un matériau qui est dur à basse température. Il peut même être cassant. Alors que, lorsque la température s'élève, il se ramollit pour devenir pratiquement liquide. On dit que le bitume est susceptible à la température. Et cette susceptibilité thermique est transmise, dans une moindre mesure certes, à l'enrobé. En effet, ce dernier est très malléable après sa fabrication en centrale lorsque la température est encore élevée. Il le reste lors de sa mise en œuvre sur le chantier jusqu'au compactage. Dès que la température s'abaisse, l'enrobé en place forme un bloc compact, relativement rigide, dont un échantillon ne peut être extrait que par carottage dans la chaussée. Après sa construction,
Une chaussée est exposée pendant toute sa durée de vie aux variations horaires et saisonnières de la température. Ces fluctuations ne sont pas sans incidence sur la rigidité des couches d'enrobé. Or, c'est cette rigidité qui va déterminer la déformation du matériau et donc de la chaussée sous le passage des véhicules lourds notamment. La rigidité d'une couche de chaussée en enrobé dépend entre autres du module d'élasticité de l'enrobé. Cependant, il est montré que ce module diminue avec la température. Cela veut dire qu'un même trafic n'aura pas le même effet sur la chaussée souple en été et en hiver. Dans ce cas, quelle valeur du module de l'enrobé doit-on considérer dans le dimensionnement de la chaussée? Ou plutôt, quelle température doit-on considérer pour le dimensionnement de la chaussée? La réponse à cette question est une température qui conduira au même niveau de dommage dans la chaussée pour un trafic donné que si l'on réalisait nos calculs séparément pour chaque niveau de température et de trafic auquel la chaussée sera soumise. C'est la température équivalente. La notion de température équivalente est identique à celle du trafic équivalent en essieu de référence lorsqu'on dimensionne une chaussée routière. Maintenant que nous savons ce que c'est que la température équivalente, quelle est sa valeur en Haïti lorsqu'on doit dimensionner une chaussée souple? Il faut savoir que pendant longtemps, soit depuis le début des années 80 et ce jusque vers la fin des années 2000, en Haïti, nous utilisions un catalogue de structures pour le dimensionnement des chaussées. C'est-à-dire que nous n'avions besoin de connaître que la classe de sol sur laquelle nous allions construire et la classe de trafic, et le catalogue nous proposait des structures de chaussées souples ou rigides pour notre projet. Ce catalogue avait été conçu essentiellement par des coopérants français qui, à l'époque, avaient aidé à la mise sur pied du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. À partir de 2008 à peu près, le LMDTP d'Haïti est passé à la méthode rationnelle de dimensionnement des chaussées avec introduction du logiciel ALISE du LCPC pour les calculs. Il nous faut donc connaître avec plus de précision les matériaux que nous employons. Car s'il est vrai que le logiciel dispose d'un catalogue d'enrobés avec la loi d'évolution de leurs modules en fonction de la température, c'est à l'utilisateur de définir sa température, c'est-à-dire sa température équivalente. Pour estimer la température équivalente à prendre en compte en Haïti, nous nous proposons d'utiliser pour cette vidéo la méthode de la compagnie Shell, qui est la plus répandue mais aussi la plus simple. Cette méthode comporte deux étapes. Dans un premier temps, il faut disposer des températures mensuelles moyennes de l'air. Les 12 valeurs mensuelles sont ensuite pondérées par un facteur à partir de la courbe de gauche de façon à obtenir une moyenne annuelle. Et c'est de cette température annuelle pondérée que l'on déduit la température équivalente de l'enrobé en fonction de l'épaisseur de la couche en utilisant la bague de droite. Nos données de température proviennent de deux sources. Tout d'abord, le site internet timeanddate.com qui nous a fourni des températures mensuelles minimum, moyenne et maximum entre 2012 et 2020. Le site ne faisant pas de différenciation entre les communes de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, nous avons choisi 6 sites dans l'aire métropolitaine où nous avons implanté des stations mobiles entre août et septembre 2018. Les données collectées à ces stations sont comparées aux données de Time and Date pour les mêmes dates et les mêmes heures. À ces stations, nous avons relevé la température de l'air, mais aussi la température de la surface de la chaussée et la température sur une profondeur allant de 4 à 5,5 cm. Les thermomètres pour la mesure de la température de l'air et à l'intérieur de la chaussée sont étalonnés. La température à la surface de la chaussée est relevée à l'aide d'un compteur magnétique de trafic MC200. En comparant les données de Time and Date et celles des stations mobiles, nous avons relevé un écart de 2 degrés environ de manière systématique. Comme vous pouvez le remarquer sur ce graphique, les mesures sur le terrain s'étendent en moyenne entre 9h et 16h, ce qui est bien inférieur à la plage de relevé des données de Time and Date.
Nous avons donc utilisé la corrélation observée afin de corriger les données de time and date. Et à partir des facteurs de pondération de la méthode Shell, nous avons trouvé une température moyenne annuelle de l'air de 31,3 degrés Celsius. Ce qui, pour les chaussées souples, correspond à une température équivalente de 46 degrés Celsius environ si la couche a une épaisseur de 5 cm et 43 degrés pour 10 cm d'épaisseur. Certains penseront peut-être que ces valeurs sont très élevées, et en fait elles le sont. Mais les données collectées aux stations mobiles nous montrent que ces valeurs sont réalistes puisqu'elles ont été effectivement enregistrées dans les chaussées. Par exemple, sur les sites de Tabar et Port-au-Prince, la température mesurée dans les trous de 4 cm de profondeur creusés dans la chaussée est de 50 et 56 degrés Celsius respectivement, alors qu'en surface, elle atteint entre 57 et 61 degrés vers 3 heures de l'après-midi. On enregistre également 56 degrés sur les 4 premiers centimètres d'enrobé sur le site à Pétionville et 47 degrés à la Croix des Bouquets. Et enfin, pour les plus sceptiques, sachez qu'en France métropolitaine, la température équivalente préconisée pour le dimensionnement des chaussées souples est de 15 degrés environ. Cependant, en 2015, une étude publiée par des experts de l'IFSTAR, ex-LCPC, a montré qu'en réalité, la température équivalente pouvait atteindre jusqu'à 26 degrés dans certains départements. C'est une vidéo qui parle de la température équivalente. Chaque pays a une température équivalente. Et dans le logiciel Alizé également, la température est importante parce que, comme je vous l'ai dit, la température influence beaucoup, que ce soit le module d'élasticité et beaucoup d'autres paramètres. Donc, en ce sens, il faut, pour pouvoir bien utiliser le logiciel Alizé, savoir quelle température dans n'importe quel pays pour que le dimensionnement soit approprié à la structure de chaussée demandée. Je vais essayer de voir s'il y a une vidéo sur Moi là, je viens pour me faire une part de formation qui était faite à IFSTAR à Nantes. IFSTAR, c'est ancien laboratoire pont et chaussée. Formation ça a été réalisée sous matériaux bitumineux. Ça nous relève Alsfat en Haïti. Et formation ça a été faite pour 11 cadres, techniciens et ingénieurs laboratoire national. Si vous avez des problèmes de collage du pneumatique sur l'enrobé qui est trop collant, ça peut arriver. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on préconise de faire? Mettre un cellophane sur le... Cellophane, vous utilisez une feuille de cellophane à la surface. C'est une formation qui est très importante pour le laboratoire national dans tout, parce que ça permet au laboratoire de passer de méthode à normes européennes dans le cadre d'essais à réaliser sur matériaux. Et ça permet au laboratoire d'avancer vers l'accréditation ISO dans le domaine produit noir. Il fallait regarder la pression de ligne d'avant. Hein. Oui, mais là, c'est fictif. Là, c'est vraiment fictif. On n'a vraiment pas le temps de faire un essai. Oui, je vais être short. Il fallait le dire quand même, hein, parce que ça fait partie du processus. Oui, ouais. Mais dans le mode opératoire, de toute façon, c'est indiqué. C'est indiqué. Oui. Donc la pression des pneus, du coup. Dans le cadre de formation, nous avons 5 niveaux d'études de formulation allant de 0 à 4. Niveau 0, nous avons une coupe granulométrique et teneur en lien qui est fixée. Je ne sais pas comment ils vont machine du coup, par contre. Bah, c'est une nouvelle machine. C'est les nouvelles machines, je ne sais pas. Nous, ça a dû changer. Vous n'aurez pas du tout la même interface. Dans niveau 1, nous avons essai compatibilité. Ça nous relève PCG1, qui c'est presse à cisaillement giratoire. Et nous avons teneur à l'eau. Ça, il est réalisé avec essai du liège. Donc à 2, c'est bien.
Voilà. Donc normalement on refait 3 moules et on attend 30 minutes. Entre 30 minutes et 2 heures. Donc en général, nous, ce qu'on fait pendant les 30 minutes, on va sur la machine et puis on vérifie les cales de hauteur. C'est la machine, c'est ce qu'on va aller faire. Alors, Normalement là il fait son zéro codage. Et voilà. Donc là la machine est prête. Donc on va faire une première vérification. Donc je vais vérifier ici les surfaces de contact ici ne soient pas trop sales. Les surfaces de contact ici ne soient pas sales non plus, parce que ça, si on pose ici et si c'est sale, on arrivera comme ça et ça change la hauteur. Donc plus on est propre, plus la hauteur sera respectée, on sera mieux calé. Niveau 2, nous avons PCG et nous avons résistance à l'ornirage et nous avons essai Duriez. Ça s'appelle le bâtiment Duriez, mais notre Duriez il n'est pas moderne. Voilà. On a gardé la vieille méthode Duriez des années 50. donc ce qu'on va faire, c'est un essai d'écrasement. On va comprimer l'échantillon qui a été conservé dans l'eau, là par exemple. On va l'écraser à une vitesse de déplacement constante. Là, ils ont déjà été écrasés, alors ils vont pas donner de bons résultats. Ça va pas donner de bons résultats. Donc normalement, c'est pareil, on met un affichage. Parce que le poêle a été écrasé. Dans le niveau 3, nous avons PCG, nous avons résistance à l'ornirage, nous avons essai Duriez et nous ajoutons essai rigidité qui permet de nous déterminer module en traction et en flexion. Ça, c'est ce qui va dans le fond du mouleur Niro, en fait. Enfin, du support. Ouais. Qui va permettre de remonter l'enrobé à la surface. Ça, vous l'avez. Donc vous avez un pneu qui est comme ça, à la place des deux roues. Vous avez un pneu comme ça. Et normalement, à la fin, plutôt que de terminer avec une plaque, on termine, nous, avec le gaz. Dans le niveau 4, là, nous avons PCG, nous avons Duriez, nous avons ornirage, nous avons essai module et nous avons résistance à la fatigue. Ouais. Après, vous faites des mesures de hauteur, de largeur, et puis c'est tout. Mais bon, Oui. c'est vraiment très intéressant. Manuel, et on peut faire du carottage. Voilà, des choses comme ça, avec la carotteuse qui est là. Et nous, on utilise une scie numérique pour faire nos éprouvettes trapézoïdales. Sachant qu'avant qu'on ait une scie numérique, on avait un pourcentage de réussite pas très élevé. Depuis qu'on a un bon siège numérique, on a un 100% maintenant, sur toutes les éprouvettes. Là, celle que j'ai fabriquée, j'en avais fabriqué une autre que j'ai déjà utilisée pour faire des essais en module, du coup, 3NC, des formes trapézoïdales. Celle-là, c'est pour l'envoyer à quelqu'un, en fait, celle que j'ai fabriquée. Parce que le problème qu'on a souvent avec les matériaux noirs et les matériaux blancs, c'est la qualité du collage des deux matériaux. Qui vont avoir des dilatations différentes. Celui-ci se dilate très peu, celui-ci se dilate beaucoup. Et donc forcément, quand on a des variations de contraintes, les deux matériaux ont des déplacements différents. Donc on cisaille l'interface. Et là, c'est rigide. Ça, c'est rigide. C'est du béton. C'est rigide. Moins de vide, ça C'est 5 niveaux qui permettent de nous réaliser de bonnes formulations et qui permettent de nous construire une route qui est très résistante dans le pays. Donc à chaque fois, il faut faire un contrôle. Alors, quand il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. C'est juste brancher, regarder, c'est 6 bars et puis c'est enlevé. Voilà, c'est tout. Dans le cadre de formation, nous avons réalisation essai dans le laboratoire IFSTAR et également normes utilisées pour réaliser essai. La calibration, il ne faut pas le faire quand vous contrôlez, vous faites juste une vérification d'auteur. Si c'est bon, il n'y a pas besoin de calibrer à chaque fois. Tout essai que nous réalisons, il permet de nous appliquer procédure management de qualité et également procédure management de mesure pour nous avoir une route qui est plus durable et plus résistante dans le pays.
En fait, c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons vu les matériaux de chaussée, spécialement les graves non traités et les enrobés, les graves bitumes, qu'on utilise les structures de chaussée souples.